Merci, Gab. Allô, tout le monde? Merci d'être là à cette première édition. J'aime ça comment, même dans la chambre de commerce, vous portez l'innovation jusqu'au bout. Habituellement, les gens partent un balado, puis quand ils deviennent connus puis populaires, ils font ça en direct devant des gens. Puis là, eux, c'est l'inverse. Ils vont commencer avec une foule. Fait que bravo pour l'audace. Ça me fait plaisir d'animer cette première épisode. Je m'appelle Marie-Michel Darvaux. Gab m'a déjà présenté. Habituellement, je dis que je suis artiste en danse, mais là, pour parler votre jargon, je vais dire que je suis entrepreneur culturel. C'est ça aussi mon chapeau. Puis j'aimerais accueillir chaleureusement un entrepreneur, quelqu'un qui va nous parler de son parcours, de ses ambitions, de l'impact qu'il y a dans sa société, dans sa région, mais surtout auprès des jeunes. Je pense un sujet qui le passionne beaucoup. Donc, veuillez accueillir Alex Gagné. Alex, j'ai envie de te laisser te présenter parce que tu portes beaucoup de chapeaux, puis je pense que tu es en transition aussi de ce que j'ai pu comprendre d'un rôle à l'autre. Fait que pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas du tout, qu'est-ce que tu fais, qui tu es? Ben, je vais y aller avec mon chapeau préféré. Donc, en fait, le chapeau avec lequel je me suis défini le plus dans mon parcours, qui est celui de président de la Fondation Un 2 pas de la réussite. Un projet que on a mené entre amis, en fait. On était au Cégep de l'Assomption, pas très loin d'ici, en gang, à réfléchir comment est-ce qu'on pouvait utiliser notre situation privilégiée pour venir en aide à des jeunes qui ont moins de privilèges dans leur parcours scolaire. Et ben, c'est comme ça. C'est comme ça que la Fondation est née, qui a fait son chemin près de 10 ans plus tard. On a fêté notre 10e anniversaire en mars 2026. Fait que ça veut dire que nous aussi, on vieillit pendant ce temps-là. Fait que le temps, je suis encore jeune, mais le temps, je trouve qu'il passe vraiment vite à ce niveau-là. Mais ouais, Ton c'est chapeau le préféré. bout qui me plaît le plus de ce que je fais. Puis là, justement, quand je lisais sur toi, c'était indiqué que c'est ça, tu as fondé ta fondation à l'âge de 18 ans, 17, 18, mais que c'était un rêve que tu portais depuis que tu avais 15 ans. Moi, je me suis questionnée à cet âge-là, c'était quoi ton moteur? C'était qui tes inspirations, tes motivations? Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de jeunes que leur aspiration, c'est autant d'être altruiste, puis de venir en aide, puis de fonder des trucs. Tu sais, la fibre entrepreneuriale, ça venait de où? Ben, ça vient à base des jeunes, honnêtement, parce que quand je suis allé, bon, pourquoi j'ai parti de la fondation à la base, j'étais prof de tennis. Et puis, quand on donne des cours de tennis aux jeunes qui ont 4-5 ans, ben, le tennis, c'est un sport qui coûte quand même assez cher. Puis, on voit que les jeunes, ils ont du plaisir, ils sont tellement contents d'être sur un terrain de tennis, d'apprendre à frapper à une balle, peu importe. Puis, ben, quelques mois, quelques années après, il va y avoir un obstacle financier qui va faire en sorte qu'ils vont devoir décrocher. Puis, ben, moi, ça a été ça ma source de motivation. Puis, je me suis dit, ça arrive aussi dans le milieu scolaire. Je l'ai vécu avec des amis. On le voit tous les jours, encore plus aujourd'hui dans le contexte actuel dans lequel on est. Donc, c'est pour ça que ça a été ma source de motivation à la base. Puis, bon, à 15 ans, c'est vrai que c'est pas la priorité de tous les jeunes de faire ça. Mais j'ai été vraiment entouré. Puis d'ailleurs, je suis comme en retrouvailles aussi, là, ici. Il y a Marie qui est là ce soir, de Femme à Sœur, mais qui était avant dans un carrefour Jeunesse Emploi, avec qui j'ai eu des discussions à 15 ans pour jaser de ça, de ce projet-là, pour me dire, OK, ben, je m'en vais-tu à la bonne place? C'est-tu le bon timing dans ma vie? À 15 ans, je serais peut-être pas supposé. Je serais peut-être plus supposé être tannant ou je sais pas, faire autre chose. Mais Bref, est-ce que c'était clair pour toi l'idée d'avoir une fondation ou tu voulais juste trouver ta façon d'aider les autres ou l'idée de la fondation était déjà présente? c'est assez clair. Hein, Marie, d'habitude, quand j'ai une idée, elle est assez présente, l'idée. Fait que je dirais que c'est assez clair, mais ça s'est peaufiné avec le temps. On l'a travaillé, puis en arrivant au cégep, j'ai aussi découvert toutes les possibilités d'implication qu'il y avait dans la communauté en rencontrant des gens d'affaires aussi, en rencontrant les gens du milieu scolaire, en rencontrant mes amis qui sont devenus dans la fondation. Puis il y avait des gens que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. Puis moi, ça, c'est une anecdote qui me fascinera toujours, mais j'avais un cours de philo au cégep, cours que j'ai pas particulièrement aimé, malheureusement. Mais bref, donc j'étais assis très loin dans la pièce. Et il y avait deux filles qui étaient assises en avant. Ben, comme vous, dans le fond, là, les gens assises première rangée. Puis je les voyais, là, les studieuses, l'agenda placé, les post-it, les surligneurs, tout est organisé. Je me suis dit, non, mais les autres, je les connais pas, mais j'ai vu dans mon équipe. T'sais. Fait que
Fait que je leur ai écrit sur Messenger pour leur dire que j'aimerais ça leur parler d'un projet. Alors, on s'est rencontrés, ils ont embarqué dans la fondation. Aujourd'hui, c'est de très grandes amies parce qu'on s'est liés beaucoup d'amitié. Elles m'ont avoué il y a quelques années qu'elles pensaient que j'allais les inviter en date. Donc, vraiment désolé si je les ai déçus, mais voilà. Donc, alors, c'est comme ça que la fondation a parti. Beau travail d'équipe. Puis, comment ça marche partir une fondation? Oh oui, oui, OK. C'est quoi, tu sais, j'aimerais ça savoir, c'est quoi la première étape? Comment on plonge là-dedans? C'est une bonne question. Ouais, c'était pas facile au début. Tu t'étais pas préparé à cette question. Non, mais c'est parfait, c'est spontané, mais c'est pas si facile, honnêtement, parce que il y a quand même beaucoup de paperasse, honnêtement. Puis je pense que les entrepreneurs, vous le vivez aussi au quotidien, plus que moi, mais ça fait partie. Puis à 18 ans, tu sais pas trop vers quoi t'outiller. Puis bon, ce qui semble être un attrait pour une fondation, c'est d'avoir un fameux numéro d'enregistrement à l'Agence du revenu du Canada, puis obtenir ce numéro-là. Mon doux que c'est long. Puis moi, ben, je me suis planté, parce que je me suis dit, j'ai pas d'argent, fait que je vais le faire moi-même. Puis je me suis fait refuser une fois, je me suis fait refuser une deuxième fois. Fait que là, j'étais allé voir un cabinet d'avocats, j'ai déboursé de l'argent. Fait que c'est quand même des démarches qui sont compliquées, mais au-delà de cet aspect-là, moi, je pense que c'est l'entourage qui fait toute la différence. Puis un coup, tu es convaincu de ton projet, que tu as les bonnes personnes. Je vois les gens de Desjardins. Je veux dire, il y a 10 ans, on était ensemble parce que j'ai eu une première opportunité pour rencontrer quelqu'un chez Desjardins. Puis c'est comme ça que l'amitié s'est formée entre nos deux organisations, mais aussi entre les gens qui sont dedans. Donc, moi, je pense que c'est ça la clé pour partir. L'entourage. Oui, absolument. Puis, est-ce que tu as des organismes, justement, que tu as envie de nommer ou des personnes clés? Tu sais, quelqu'un qui voudrait, justement, qui aurait une mission qui lui tiendrait à cœur puis qui aimerait partir une fondation. Oui, d'avoir un bon réseau de proximité, mais ce serait qui les plus grosses entités ou les personnes, les portes vers qui on peut aller cogner pour nous accompagner un peu là-dedans? Ben, c'est sûr que pour l'avoir vécu, les Carrefour Jeunesse Emploi, je ne vais pas leur ajouter plus de jobs qu'ils en ont, mais pour moi, ils ont été vraiment la clé à ce niveau-là. Puis en même temps, une chambre de commerce, c'est une excellente porte d'entrée pour faire ça parce qu'ils ont le réseau, ils connaissent les gens, ils connaissent les bonnes ressources. Donc, puis souvent, ça peut être juste le modèle que tu as dans ta vie. Hein. Parfois, ça peut être ton prof au secondaire qui va connaître quelqu'un. On parlait tantôt avant le balado, on est toujours à 3 personnes de connaître quelqu'un. Oui, parce qu'on pensait qu'on se connaissait pas du tout, puis finalement, ben, j'ai vu la petite balle de tennis. Puis là, on a Exact. fait Félix Leclerc, sport-études tennis. J'ai des amis qui sont allés là, finalement, on se connaît. Exact. Ah oui, on est des grands chums. Fait que, ben voilà. Fait que moi, je pense qu'il y a plein de ressources dans le milieu. Il faut juste oser demander de l'aide. Ça aussi, c'est une des choses qui est importante parce que le pire que tu peux te faire dire, c'est non. Mais si tu n'oses pas l'essayer, tu le verras jamais. Donc, je pense que c'est la première étape. Puis tu dirais que ce serait quoi? Est-ce qu'il y a un moment clé comme vraiment important dans tout ce développement-là ou ta carrière, ton parcours que tu t'es dit ça a marché, là, j'y suis arrivée, ou je lisais sur toi sur les reconnaissances que tu as eues. Tu sais, comment on arrive à trouver un peu pas la validation, parce que j'imagine que tu la vois à chaque fois que tu as un impact sur les jeunes avec ta fondation, mais toi, niveau carrière, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit ça a marché, je l'ai fait, j'ai réussi? C'est-tu quand tu as obtenu ce fameux numéro-là? Ou... Non, oui, non. Mais ce serait la pandémie, je dirais. Parce que, bon, il y a eu beaucoup de services qui ont été arrêtés un peu partout. Puis nous, le tutorat, un des programmes qu'on offre, n'a pas été arrêté, même qu'il a été surutilisé à certains égards dans les écoles. Puis, ben nous, ça a été une occasion de montrer à quel point ce projet-là était unique dans la région, puis qui était une création de la Nodière, en fait. Là. Donc, ça nous a permis d'aller plus loin dans notre projet, d'obtenir un financement par la suite pour étendre ce programme-là partout au Québec. Puis, dans les 5-6 prochaines années, ben, le projet qu'on a recréé avec le Cégep de l'Assomption, qui s'est étendu à Joliette, Terrebonne, ben, va être dans 48 cégeps au Québec. Là. Donc, puis ça aura été grâce à la pandémie parce qu'on aura eu du temps pour s'y mettre. Puis, voilà. Mais je voulais qu'on parle justement maintenant de l'évolution d'avoir une fondation ou d'avoir un projet comme ça.
est-ce que tu sens que tu dois rester collé le plus possible à ton feeling, ton intuition de base, puis à la mission que tu avais en tête, ou tu sens que même à travers une fondation, à travers les années, il faut que tu diversifies puis que tu multiplies l'offre et que tu innoves? Parce que justement, là, à la base, c'est un projet, si je résume simplement, je crois, de tutorat, de mentorat pour mettre des jeunes plus de niveau collégial, des jeunes adultes en lien avec des jeunes primaires, secondaires pour les accompagner dans leur cheminement scolaire pour encourager la persévérance. Mais là, tu parles que ça va s'ouvrir à d'autres endroits. Comment on vit ça, cette évolution-là, cet agrandissement? Comment on perdure dans le temps comme fondation? Ben, en toute franchise, je l'ai vu un peu comme un certain deuil avec le temps, dans le sens où quand j'ai parti ça à 18 ans, ma vision était claire. J'ai encore le fameux cahier dans lequel j'ai écrit ça, mais je me suis dit, je vais arrêter d'être dans la fondation lorsque le tutorat sera à travers le Québec. C'était ça mon objectif premier. Ça va arriver dans quelques années, donc il me reste encore du temps. Et puis je suis vraiment content qu'il me reste du temps parce que je profite de cette transition-là, malgré le fait que je sois encore dans le day-to-day de ce programme-là. Mais c'est sûr que moi, je ne ressens pas le besoin de devoir justifier la mission de la Fondation en créant d'autres créneaux. Je pense qu'on a visé juste dans le créneau au niveau du tutorat. Il y a eu la portion matériel scolaire aussi dans laquelle on a fait un gros bout de chemin, puis qu'il y a d'autres organismes partenaires qui vont pouvoir prendre le relais puis faire un excellent travail aussi. Mais un coup que la mission elle est accomplie, ça va juste me donner l'occasion de participer à d'autres projets, à prendre part à d'autres initiatives qui sont structurantes puis qui répondent à des besoins pour les jeunes. Puis comment on navigue, parce qu'on se rappelle, tu as parti ça, c'est 18 ou 17? 18. 18. Comment tu arrives à naviguer entre scolarité et ta carrière, j'ai envie de dire, parce que ta fondation, c'est un projet professionnel. Comment tu as évolué en parallèle à travers un cheminement académique? Comment toi, tu es resté persévérant? Faudrait que tu poses la question à mon père. Je pense que les cheveux, ils frisent encore quand il remarque cet aspect-là. Mais oui, en fait, j'ai commencé l'université après, dans le fond, quand j'ai terminé mon cégep ici. Puis après la première session, j'ai décroché. Bon, d'abord, le trafic était épouvantable pour se rendre à l'UDM, mais aussi parce que la seule affaire qui me passionnait, c'était la fondation. Donc, j'ai décidé de prendre le temps de le faire. Mon père, qui est université, il voulait venir fou que je dise ben, je vais arrêter pour faire du bénévolat. Alors, il était pas trop dans le mood, là, mais écoute, il a évolué sur la question 10 ans plus tard. Il a bien vu que je m'en suis quand même bien sorti. Oui, c'est ça. Ça a été long, hein, quand même. Hein? Non, non, non. Oui, c'est ça. Je choisis mes combats quand même. Mais oui, c'est ça. Donc, j'ai arrêté un petit peu l'école pour prendre ce temps-là. Puis, rien n'arrive pour rien. J'avais rencontré quelques mois plus tôt Isabelle Proulx, qui est une ancienne présidente de la Chambre, très impliquée ici, qui m'a embauché avec elle, qui m'a permis d'avoir une latitude dans cette conjugaison d'horaires entre la fondation puis le travail. Puis quelques mois après, un coup que tout ça a été lancé, que ça a bien pris son envol, qu'on a eu un certain rythme, là, j'ai repris l'école. Le temps de me placer un petit peu, mais c'est sûr que ça a été un... J'ai toujours fait l'école temps partiel, en fait. Donc, pour m'assurer que le projet puisse vivre. Puis j'avoue, je pose la question parce que je me dis, on est jamais, quand on pense qu'on a une question niaiseuse, moi, j'ose croire qu'on n'est jamais la seule personne à l'avoir par la tête. Non, t'as Fait raison. que moi, c'est moins un milieu que je connais. Quand on est dans une fondation, là, tu sembles, j'ai passé à travers ton site Internet, tu sembles avoir une grosse équipe. Est-ce que encore à ce jour, est-ce que les gens sont bénévoles? Est-ce que les gens sont rémunérés? Toi, quand tu pars une fondation, parce que les chiffres sont assez importants et majeurs de l'argent que tu arrives à ramasser pour aider ta fondation puis les jeunes. Mais toi, concrètement, comment tu arrives à survivre quand tu passes ça à 18 ans? Est-ce que ça devient un travail ou là, tu parlais de bénévolat? Comment ça marche, tout cet aspect-là? Plus logistique de fondation, j'ai envie de dire. Oui, on est encore bénévole, puis c'est pour ça que c'est une grande équipe qu'on a avec des compétences complètement diversifiées, mais c'est un choix qu'on a fait. Je suis tellement conscient qu'il y a peu d'organismes qui fonctionnent comme ça. Assurément, c'est une faiblesse dans le temps. Là. Ça a une limite, là, ce modèle-là, puis j'en suis vraiment conscient. En même temps, c'est un élément aussi de fierté puis qui nous a permis de rester bien connectés parce qu'on
on était tous très groundés sur la mission et sur le travail qu'on avait à faire en équipe, mais c'est sûr que pour moi, c'était pas une perte de temps, là. C'était vraiment un investissement de me dire tout le temps que j'investis avec la fondation, c'est retombé là pour moi. Moi, quand je savais que j'avais une famille qui m'avait envoyé un courriel pour me dire que son enfant était revenu le soir épanoui parce qu'il avait il avait eu de l'aide d'un tuteur, ben ça pour moi, ça vaut tout l'or du monde, là. Ça va valoir toute la paye que j'ai en ce moment, peu importe, là. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel à retenir dans mon cas pour le modèle logistique de la fondation, là. Je ne sais pas si j'aurais fait les choses autrement, honnêtement. Mais c'est quoi, ma question qui me reste, c'est quoi ton gagne-pain quand même pour vivre aujourd'hui? Ah oui, OK, oui, quand même. Oui, parce que je vis, mais oui. C'est quand même Non, important. C'est son père, Oui, c'est ça que je m'en allais dire. Oui, c'est pour ça que je bois juste de l'eau. C'est pour ça qu'il y a encore les cheveux qui frisent. En fait, je travaille au ministère de l'Économie. Donc salut Julien, je te salue, ça m'a fait plaisir de te revoir. Oui, non. Fallait que je le cale. Oui, donc je travaille au ministère de l'Économie. Donc, ben c'est sûr. Puis c'est un intérêt, en fait, qui s'est développé avec le temps, avec la Fondation, en côtoyant beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui ont donné à la Fondation. Puis on avait une approche pour nous qui était super importante d'avoir ce lien de confiance-là, ce lien-là. Donc, toutes les entreprises partenaires de la Fondation, je les ai visitées à plusieurs reprises. C'est devenu la plupart du temps des amis avec qui on allait prendre un café, un verre de vin, peu importe, là. Donc, dans le temps où je buvais du vin puis de la bière. Puis c'est ça, ce lien-là, ben, ça s'est créé, puis cet intérêt-là s'est créé. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est comme une certaine façon d'essayer d'améliorer l'écosystème entrepreneurial au Québec en étant au ministère de l'Économie. Puis ce serait quoi pour l'instant la plus grosse différence que tu verrais entre t'impliquer, c'est ça, parce que c'est quand même il y a des points communs, là. On voit ta drive, ton ambition, ton désir de t'impliquer, de faire de ce monde un monde meilleur, mais il y a quand même une grande différence entre faire du bénévolat, avoir une fondation, puis rentrer dans un milieu quand même politique. En tout cas, moi, de l'extérieur, j'aurais l'impression qu'il y en a un où est-ce que tu es peut-être plus ancré sur le terrain, en contact concret avec des enjeux, avec un impact, puis que l'autre est peut-être plus administratif. Je sais pas, je vois la politique comme quelque chose quand même d'un regard un peu plus loin. Toi, c'est quoi ce que tu remarques en ce moment, la différence entre les deux secteurs? C'est une bonne question, hein? On a des bons défis en ce moment dans le système public, mais oui, c'est ça. Faut que je sois quand même faut que je sois posé dans mes mots. Merci François du rappel. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, en bout de ligne, les deux formes sont différentes, mais le fond reste le même. T'sais, tu t'impliques pour ta communauté, puis tu t'impliques pour améliorer les choses. Moi, quand je rencontre des entrepreneurs qui sont à bout de souffle pour X, Y raison, à cause, par exemple, des tarifs en ce moment ou quoi que ce soit, je me sens pas dans paperasse puis dans bureaucratie, là. Je me sens dans le sentiment d'urgence de me dire parfait, il faut que je participe à ce changement-là, il faut que je participe à trouver la solution. Puis c'est un petit peu l'état d'esprit avec lequel je naviguais dans la fondation durant les dernières années. Fait que c'est sûr que c'est à une échelle différente. Moi aussi, je dirais que des fois, les petits papiers et les formulaires, ils me fatiguent un peu, là, mais je pense qu'il y a moyen de trouver puis de mettre sa couleur un peu partout où tu passes. C'est ça que je souhaite amener. Amener un peu plus d'humain dans l'histoire. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu es en période de transition au niveau de ta carrière? Tu sais, c'est quoi? Parce que j'imagine la politique, là, ça va prendre une place importante. Est-ce que tu vas devoir éventuellement délaisser, léguer la fondation? Ou pour toi, c'est vraiment, ça va toujours rester là puis tu vas toujours t'impliquer d'une certaine façon? Ben, en fait, la fondation, elle a une date de fin. Là, donc, je le dis aussi clairement que ça. Là, elle va avoir une date d'expiration quand le programme de tutorat va être déployé partout. En fait, nous, c'est un leg qu'on laisse dans les cégeps qui vont devenir autonomes à gérer ça avec les centres de services scolaires. On a été joué dans les structures un peu administratives des réseaux, puis c'était voulu parce qu'en fait, la fondation en bout de ligne ne devrait
peut-être pas existé parce qu'on a été la courroie de transmission entre le milieu collégial puis le milieu primaire et secondaire. Mais Oui, vous avez favorisé la création de liens, Exactement. mais une fois qu'ils sont là, on espère que les gens vont juste penser que c'est naturel. Exactement. Ben, c'est vers ça qu'on veut tendre. Là. Donc, c'est sûr qu'on fait affaire quand même avec des machines qui sont pas toujours simples, je veux dire ça comme ça. Mais je pense que c'est possible. Puis Lanaudière en est la preuve. Puis il y a d'autres régions qui vont s'ajouter. Montréal, Laval, la Montérégie prochainement et tout. Donc, moi, je pense que ça va pouvoir perdurer dans le temps puis faire en sorte que ce soit encore plus selon les réalités régionales puis les programmes qui sont dans les cégeps. Donc, on demanderait aux gens d'éteindre leur téléphone. Je suis habituée, habituellement, je fais mes speeches devant une salle de spectacle, donc les sorties de secours, identifier les sorties de secours, il n'y aura pas d'entraque, éteignez vos téléphones cellulaires. Il n'y aura pas d'entraque, oui. Mais comment ça fait pour vivre de façon autonome dans les écoles? Est-ce que c'est encore à 2 pas la réussite? C'est un programme qui va être là ou c'est juste que vous avez installé un concept puis là, ils le prennent? Tu sais, quand tu dis on veut que ça soit implanté partout, est-ce que c'est le concept ou c'est la structure? Mettons qu'on va un petit peu plus dans les détails là, de comment ça se vit au quotidien dans les écoles. Comment ça marche? Comment est-ce qu'un jeune peut faire partie de la fondation, recevoir ce soutien-là? C'est vraiment un programme. Donc, ça s'appelle le programme à 2 pas de la réussite. Je me dis, bon, ben, le nom à 2 pas de la réussite va rester, va perdurer ailleurs au Québec, mais il y aura des ressources dans chacun des cégeps et dans chacun des centres de services scolaires qui vont gérer ce programme-là avec les paramètres que nous avons créés. Bien sûr, ils vont l'adapter selon les régions, selon les programmes. C'est pas tout le cégep de l'Assomption ici, la technique d'éducation à l'enfance, par exemple, c'est pas tous les cégeps qui ont ça. Ils vont l'adapter selon les techniques ou les disciplines qu'ils ont. Mais vraiment, ils vont investir les ressources. Ils ont le mandat de le faire. Puis, c'est ça. En fait, c'est cette pérennité-là qui va permettre que les jeunes vont pouvoir en bénéficier, tant pour le tuteur, pour le jeune, mais pour moi, je veux dire, l'impact le plus important, oui, le jeune, c'est primordial, puis on le fait pour lui à la base, mais pour le tuteur, de vivre cette expérience-là tôt dans son parcours collégial, alors qu'on sait que c'est pas tout le monde qui sait quoi faire au cégep, là, honnêtement. Même quand je suis allé au cégep, je savais pas trop ce que je faisais là. Donc, ben, non, mais je suis le seul à avoir déjà vécu ça ou là, parfait, donc super. Je vais pas créer de controverse, mais c'est ça. Donc, il y a des matins où tu sais pas trop ce que tu fais là. Et ben, quand tu as une occasion de t'impliquer comme ça, de rendre un cours encore plus concret, de te dire, OK, ben ça m'allume, ça me tente. Est-ce que c'est une voie que je veux explorer par après pour m'inscrire à l'université ou quoi que ce soit? C'est ça l'impact que ça a. Puis... Oui, c'est que je vois comme un peu, ça a une double mission, en Absolument. fait. C'est que vous venez aider les jeunes à la persévérance puis à la réussite scolaire, mais en même temps, vous venez donner un sens à l'expérience puis aux jeunes adultes aussi, puis peut-être une plus grande portée à leur parcours scolaire, de voir comment ils peuvent s'impliquer auprès de la jeunesse. Ben vraiment. Puis nous, il y a des jeunes qui nous l'ont dit, des tuteurs qui nous ont dit très content de l'avoir fait, d'avoir donné au suivant, mais ça m'a juste prouvé que c'était pas fait pour moi. Puis c'est vraiment correct que c'est pas fait pour toi. Tant mieux que tu l'aies vécu maintenant plutôt que tu aies été payé une session d'université à 5 000 $, un loyer, etc., puis que tu te rends compte que tu n'aimes pas ça. Mm-hmm. Tant mieux. Fait que moi, je pense que ça a une plus-value. Puis le programme de tutorat en soi a été fait, oui, pour intéresser des jeunes par la suite à aller dans des professions en éducation ou quoi que ce soit, mais ça peut s'appliquer dans plein de domaines. Honnêtement, on pourrait le faire en informatique, on pourrait le faire en ingénierie, en sciences, en... Ben, tous les domaines infini, ont besoin de transmission. Exactement. Donc, les possibilités sont assez infinies. Mais justement, par rapport aux impacts, est-ce que tu ressens que, je ne sais pas si ça se traduit sous forme de témoignage ou quoi, mais est-ce que tu sens que ça a quasiment plus un impact chez les jeunes qui reçoivent ou chez ceux qui donnent, vu que c'est vraiment un échange puis une paire entre les deux? Chez les deux, assurément. Chez les deux. Puis je dirais beaucoup chez les parents aussi, parce que c'est pas tous les parents qui sont outillés aussi pour soutenir leurs enfants, pour toutes sortes de facteurs. Puis je me regardais moi-même aller faire du tutorat avec un étudiant, ça fait pas si longtemps que ça, je peux au primaire. Bon, ça fait quand même quelques années, mais ils font même plus les divisions par crochet comme je faisais dans mon temps, tu sais. Là, je me disais, oh, mon doux, comment faudrait que j'apprenne ça à un jeune, tu sais. Puis ils n'ont plus la même structure de phrase. Nous autres, c'était...
pronom, verbe, complément, je pense. Le sujet, verbe, complément. Bon, excusez, Oui, vous voyez la comment je suis dû, hein? Eh, boy! OK, on va rester au micro plutôt qu'aller faire du tutorat. Mais bref, ça a évolué quand même. Puis, bon, j'ai pas d'enfant, mais je me dis, ça doit aller vite pour eux autres aussi, là. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut amener ce soutien-là, cette confiance-là, puis créer le lien aussi, parce que nous, c'est pas rare qu'il y ait eu des événements où l'élève se confiait au tuteur sur toutes sortes de situations, à l'école, à la maison, peu importe. Ce lien-là est quand même important d'avoir un genre de grand frère ou grande sœur qui peut t'apporter autre chose que juste l'aspect académique. Là. Les jeunes en ont besoin, ça. Est-ce que toi, tu en as déjà eu des tuteurs dans ton parcours? Oui, j'en ai eu en secondaire 4-5, en fait. C'est plus une prof, je dirais, qui me... Ouais, non, du tutorat. Ouais, non, ça me donnait vraiment... En fait, ça a été ça, moi, qui m'a donné la piqûre de faire une formule de tutorat pour ça, parce que, bon, moi, ça a été du tutorat privé, là. Puis... je me suis dit, non, mais ça n'a pas de bon sens que juste parce que mes parents sont capables de débourser 3 billets de 20$, je suis en mesure d'avoir accès à ça, alors qu'il y a des milliers d'autres élèves qui ont plus de difficultés que moi, puis ils n'ont pas accès à ça. Pour moi, ça fait comme pas de sens, surtout qu'on n'arrête pas de se faire dire ah, l'éducation, c'est là pour te faire rêver, ça va t'ouvrir toutes les portes. Pas tout le temps, en vrai. Quand c'est plate, là, mais il y a quand même le fameux concept d'égalité des chances, il n'est pas tout à fait là encore. Merci, c'est inspirant, tout ce que tu dis. Ouais. Merci. J'ai envie qu'on transitionne un peu vers l'aspect politique parce que c'est là que tu t'en vas. C'est quoi tes aspirations avec ce poste-là? C'est quoi les débats, les missions qui te tiennent à cœur, toi, personnellement? Ben, c'est sûr que c'est les jeunes. Moi, ça va être ça le cœur. Puis bon, j'ai vécu une première expérience dans les derniers mois en politique. J'ai-tu apprécié? Oui puis non, dans le sens où j'ai apprécié être là pour les gens, pour participer aux idées, au brainstorm commun citoyen qu'on a en allant cogner aux portes, en rencontrant les organismes, les dirigeants d'entreprise, peu importe. Est-ce que l'aspect politique de devoir penser comment être meilleur que l'autre ou quoi que ce soit m'intéresse absolument pas. Puis même encore, j'ai de la misère à saisir toutes les nuances de ce concept-là. Là. Je me dis, le restaurateur, le matin, quand il se lève, il pense pas à comment attaquer l'autre là, en face, là, l'autre restaurateur. Là. Il pense à comment il peut bien prendre soin de ses clients puis comment il peut mieux préparer ses plats. Je me trompe-tu? C'est ça que vous faites, hein? Bon, fait pourquoi qu'on se lève le matin à vouloir tout le temps attaquer les autres? Moi, c'est ça qui me rentre pas dans la tête. Donc, à réfléchir, à réfléchir. Je vais rester impliqué pour ma communauté, mais pas contre quelque chose. Ça va être pour quelque chose. Ouais. Bien dit, bien dit. J'ai envie qu'on rêve justement un peu ensemble parce que tu parlais de le parcours scolaire et que c'est amené à nous faire rêver. Fait qu'un projet qui va peut-être allier ta fondation, la politique. Est-ce que tu connais les Lab Écoles? Oui! Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui. Le fameux projet, entre autres, de l'architecte Pierre Thibault et de Ricardo, notre cher chef, qui vise à construire des écoles qui sont vraiment imaginées en fonction de où on est rendu dans la société, ce qu'on a de besoin, mais surtout ce que nos enfants ont de besoin, parce que je sais pas pour vous, peut-être que vous êtes parents, mais moi, je vais souvent donner des ateliers de danse dans les écoles, et je dois dire que c'est loin d'être les lieux qui m'inspirent le plus, honnêtement. Là, entre une école et un hôpital, des fois, il n'y a pas grande différence là, au niveau de l'inspiration. Fait que j'avais envie que tu répondes à la question, toi, si tu avais à créer un lab école ou nommons-la comme on veut, ton école de rêve, qu'est-ce qu'elle aurait? Je vais donner des exemples en attendant que tu réfléchisses au cas où on n'aurait pas, mais je vais en profiter pour faire du pont là-dessus, mais à mon balado, j'ai reçu Simon Boulris, qui est beaucoup impliqué dans le milieu scolaire avec la littérature, puis il parlait de comment pour lui, la cour d'école était un endroit anxiogène quand il était jeune, comment c'était pas sécuritaire. Puis les labs écoles, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que la cour extérieure, elle est maintenant devenue intérieure. Donc c'est une grande zone
verte, lumineuse, mais elle est complètement fenestrée. Donc, il y a de la lumière, même s'il ne fait pas beau, les jeunes ont le sentiment d'être dehors, mais c'est surtout qu'il y a un périmètre délimité et tout le personnel et la direction est à la périphérie de l'espace, fait que ça crée vraiment une zone sécuritaire pour les jeunes. Fait que c'est des initiatives comme ça qui ont été pensées, en plus d'être nourris adéquatement, d'avoir des classes, un environnement inspirant. Toi, ton école de rêve pour favoriser la persévérance, qu'est-ce qu'elle aurait de différent? Ça serait un lieu, bon, c'est sûr que physiquement, il va falloir qu'il soit très beau, un peu comme le concept des labs écoles, mais ce serait un lieu très libre au niveau des humains qui sont dedans. Puis là, je vais dire, je vais préciser ma pensée, là, mais... Une école nudiste, comme Non, 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 c'est ça. Je vais préciser ma pensée, mais je rêve du jour où il va y avoir plus d'entrepreneurs dans nos écoles. Je rêve du jour où il va y avoir plus d'artistes dans les écoles, plus de Tu parles sportifs. comme enseignant, comme transmetteur? Comme enseignant, comme mentor, comme personne qui transmettent des expériences. Tu sais, pour moi, l'école, ben en tout cas, ce qui m'a été le plus utile dans ma vie, ça a été de rencontrer des gens inspirants, des humains qui, grâce à leur expérience, ils ont traversé des épreuves, quoi que ce soit. Pour moi, ça a une énorme valeur. Puis tous les profs qui sont dans le réseau sont pas suffisamment valorisés à leur juste valeur. Puis c'est incroyable tout le travail qu'ils font. Puis je pense qu'ils peuvent pas tout prendre sur leurs épaules pour soutenir le réseau puis former nos jeunes. On forme des futurs travailleurs, on forme des futurs entrepreneurs, des athlètes, des artistes, peu importe. Je me dis, il faut qu'ils soient aussi en contact avec ces gens-là. Fait que des espèces de milieux plus fluides là, en termes de ressources humaines, de compétences, de compétences techniques, mais compétences humaines surtout. Là, en tout cas, moi, c'est... Je sais pas. Il me semble que j'aurais aimé ça. Voir Laurent Duvernay-Tardif retomber à mon école un matin, sans trop le savoir. Une Séverine qui vient à mon école primaire puis qu'on crée, que c'est un peu libre, que tu te laisses aller là-dedans. Je sais pas. Ben, Ça me fait rêver, ouais, ça. ouais. Non? Je suis d'accord avec toi. Je pense de diversifier les portes d'entrée. Là. Je pense qu'il y a des pédagogues et des enseignants extrêmement compétents dans leur domaine, mais en bout de ligne, les enseignants qui nous marquent, c'est ceux qui sont le plus humains avec nous puis qui sont capables de faire le parallèle entre leur matière puis leur vécu. Mais moi aussi, je me suis souvent dit en vieillissant, si j'avais vu ce spectacle-là quand j'avais été à l'école, mon Dieu que j'aurais plus compris la réalité des peuples autochtones. Ou mon Dieu que si on m'avait expliqué telle guerre ou tel système avec un spectacle de théâtre ou de danse, j'aurais plus accroché. Fait que de diversifier les portes d'entrée pour aller chercher tout le monde parce que ah oui, puis les profs, les orthopédagogues, les TES, ils font tellement un travail extraordinaire. Puis c'est drôle, il y a peut-être un mois et demi, j'ai écrit à ma prof de 4e année que j'ai retrouvée sur Facebook, Nadia Isabelle Coder, on la salue. Je sais pas si ça va... Moi, il a envoyé le lien du balado, tiens. Mais... puis c'est ça, j'aimais pas les maths. J'aimais pas ça. Fait que, puis on faisait les divisions par crochet. C'est pour ça que je parlais de ça tantôt. Puis elle me mimait la division par crochet tellement que je comprenais pas le concept. Honnêtement, avec du recul, je sais pas ce que je comprenais pas. Mais bref, c'est sûr qu'à 28 ans, tu t'en rends compte. Puis je les remercie. Je me dis, Nadia Isabelle, si c'était pas de toi, je sais pas ce que j'aurais fait de ma 4e année. Honnêtement, là. Puis tu sais, moi, être à sa place, puis avoir la longueur du message qu'elle m'a envoyé, j'ai l'impression que ça a été sa paye. Là, j'ai l'impression d'avoir fait un beau geste, mais en même temps, ils ont tellement un impact sous-estimé sur le moment, mais qu'à long terme, on s'en rend compte que en tout cas, jamais on leur dira assez merci pour tout le travail qu'ils font dans le réseau. Ben, merci aussi à toi d'avoir osé mettre ton temps et ton énergie dans quelque chose qui te tient à cœur, mais qui a un réel impact sur la société. Ça fait du bien. Un beau travail d'équipe. C'est un beau travail d'équipe, ça, c'est sûr. Si tu avais à... Je vois le temps qui file. Si tu avais à donner un conseil à quelqu'un, que ce soit par rapport à la philanthropie, à l'entrepreneuriat, fondation politique, ce serait quoi pour foncer dans la vie ou pour faire des projets qui nous passionnent ou qui nous interpellent? Je dirais de suivre son intuition. Moi, ça m'a toujours servi dans mon parcours. Fait que suivre son intuition sur une décision, sur une personne à rencontrer, tu sais, essaie des choses. Ça m'arrive encore aujourd'hui de me dire OK, cette personne-là, j'aimerais ça y parler un jour pour quoi que ce soit. J'écris un message sur LinkedIn. Je m'essaye dans une boîte courriel info @ je sais pas quoi. Là, donc,
Suis ton intuition. Si tu y crois, si tu es passionné et que ça vient d'un bon fond, tu vas arriver à atteindre ce que tu souhaites faire. J'ai un petit jeu pour terminer un petit peu ludique, mais j'avais envie de me tourner vers vous à savoir si vous aviez des questions que vous avez. Ah oui, Pas de division allez-y. par crochet, s'il vous Puis plaît. je vais. S'il vous plaît. Mais si on les mime, moi, si je t'adance. Oui, mettons, ça va peut-être aider. Oui. Je vais juste me permettre de répéter vu que c'est enregistré. Ah oui, parfait. Parce que je pense pas qu'on va vous avoir entendu. Donc, la question était de connaître ton opinion et ta posture par rapport à toute l'intégration du numérique, du AI, de l'intelligence artificielle qui fait son chemin justement non seulement dans le milieu scolaire, mais aussi dans l'aide de tutorat, dans répondre à des questions. Il y a quand même une différence entre ça et le rapport humain. Donc, c'est quoi ta position par rapport à ça? Hey, je suis fasciné comment ça va vite, tout ça, là, le développement de l'IA. Honnêtement, t'en perds quasiment ton latin. Je suis content, moi, d'être né dans la génération où le soir, t'arrivais puis tu jouais au hockey avec toute la gang de voisins. Puis je sais pas comment j'aurais fait pour avoir mon cellulaire dès la 4e année. Puis en tout cas, ceci étant dit, je pense que ça va être des outils qui vont nous permettre d'être plus productif ou du moins de répondre à des questions de façon plus rapide, d'arriver à une certaine forme d'efficacité perdue, mais en même temps, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de créer une espèce de paresse intellectuelle là, même des fois, j'ai ce réflexe-là de me dire je ne sais pas la réponse, je vais me tourner vers ChatGPT ou quoi que ce soit, puis je me chicane, je m'auto-chicane. Fait que là, j'ai débarqué l'application de mon cellulaire, puis je me dis non, mais franchement, ça fait 28 ans que je réfléchis, c'est pas vrai, je vais arrêter aujourd'hui. Donc je suis là-dedans, mais c'est ça. Moi, c'est ça l'inquiétude que j'ai. Puis en même temps, jamais l'IA va remplacer un humain. Jamais l'IA va remplacer une personne qui nous inspire. Jamais l'IA va remplacer quelqu'un qui a des compétences sur le terrain, de la connaissance terrain. Fait que je pense que ce serait ça ma réponse. Pas du sens, François? Ouais. Mais j'avoue que l'impact émotionnel est durement remplaçable par l'électronique. Il faut se le rappeler. Il est irremplaçable. Irremplaçable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Hey, donne-moi pas 30 ans tout de suite. Oui. Oui, c'est ça. Je répète. C'était un bel éloge que tu as eu par rapport au fait que tu avais accompli beaucoup de choses pour ton jeune âge, quand même, disons-le. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui te fait rêver. C'est quoi tes prochaines aspirations ou sur ta bucket list? C'est quoi la prochaine chose? C'est pas si clair que ça vers quoi ça va être en ce moment. Par contre, je le sais que l'impact que je veux avoir va rester toujours auprès des jeunes, puis on s'en va de plus en plus dans une société qui va être complexe, justement à cause des écrans, etc. Puis j'ai peur que les jeunes éventuellement s'éteignent. Et plus d'occasion de rencontrer des gens, et plus l'occasion ne saisissent plus les occasions de sortir ou quoi que ce soit. Puis je veux trouver cette formule-là qui va faire en sorte qu'ils vont toujours avoir une certaine flamme au fond d'eux pour les animer puis les rendre passionnés par quelque chose. Il faut qu'on leur... on a une responsabilité de leur créer ces occasions-là. Puis moi, je me souviens d'une histoire, je l'avais déjà raconté ici à la Chambre de commerce, mais j'avais fait du tutorat avec un jeune parce que j'ai de la misère à dire non. Fait que on n'avait plus de tuteur pour lui, puis je l'ai fait, puis on va l'appeler Antoine. Tiens. Antoine était autiste. Je suis zéro formé pour faire ça, donc je suis allé à bonne franquette. Et je me suis dit, faut que je trouve une façon de créer le lien avec ce jeune-là, puis... il y avait 11 ans, je me disais, bon, tu sais, c'est quoi tes passions? Qu'est-ce que tu aimes? Puis là, il me disait, ma passion, c'est les festivals. Là, je me disais, mais à 11 ans, as-tu été vraiment dans des festivals? Tu sais, comment tu peux
t'as sûrement pas été à Oshiaga à 11 ans, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi, j'étais pas allé. Fait que bref. Fait que voilà. Et puis, quand j'ai pensé à ça, la première idée qui m'est venue en tête, c'est Stageline, ici à l'Assomption, parce qu'ils fournissent les scènes des plus gros festivals dans le monde. Je me suis dit, bah, quand tu vas dans la salle d'accueil, à l'accueil de chez Stageline, il y a les plus beaux cadres, je trouve, où est-ce que tu vois les scènes de Coachella, etc. Fait que je me suis dit, je vais l'amener voir les cadres, tu sais, on va visiter. Il tentait pas bien, mais on y est arrivé. Puis finalement, ben, on a commencé la visite. Puis je me suis dit, bon, ben, je pense que je me suis planté. Tu sais, j'ai vraiment mal saisi l'occasion. Puis finalement, à la fin, on a fait le tour par la soudure. Puis il a flashé sur la soudure à cause des flashs, des étincelles, on dit ça comme ça, que ça fait. Finalement, il a passé 20 minutes avec le soudeur qui était là. Moi, je suis allé prendre un café avec Alexis Delage, là, que la plupart connaissent parce que j'ai pas d'intérêt vraiment envers la soudure. Donc, on a jasé ensemble. Puis ben, le fameux Antoine, aujourd'hui, il a fait son DEP en soudure. Donc, il est en train de le compléter, mais ils font des formations duales maintenant. Là, donc, marché du travail en entreprise et tout. Puis je me suis dit, il faut que les jeunes aient ces occasions-là. Puis ça sera pas l'IA qui va faire ça, puis ça sera pas nos écrans, puis notre iPad, puis tout ce que tu voudras. Il faut qu'on prenne ce temps-là, puis c'est ça. Fait que, je sais pas ça va être quoi encore mon enlignement futur, mais faut que ça tourne autour de ça. Là. Merci. Excusez, j'étais comme sans mots parce que j'étais encore, ça m'inspire beaucoup. Ça me parle Mon petit beaucoup, ce que tu Antoine, je parles. l'aime bien. De créer des étincelles pour pas faire de jeu de mots de poche avec la soudure. Oui. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Oui, une autre question? Oui, bonjour Alex. Toujours intéressé par ce que tu fais. Petite parenthèse, c'est un clin d'œil que je te fais. Moi, j'inviterais Jean-François Olivier à débattre avec toi. Oui, ça me ferait grand plaisir. J'aurais du plaisir. Oui. On aimerait ça, nous aussi. Oui. J'ai été longtemps présidente d'une maison de jeunes. Je me suis aperçue, évidemment, ça remonte à quand même il y a longtemps. Là, il n'y avait pas nécessairement à cette époque-là tellement de tutorat. Il y en avait. Mais c'était un tutorat où tu allais à l'université, par exemple, tu allais chercher un jeune qui étudiait dans une matière quelconque, puis qui s'affichait, qui disait ben, moi, je suis prête à donner des cours de rattrapage. Moi, j'ai fait ça avec mon fils qui est en scolaire. Ah oui, OK. Oui, j'ai payé des cours de tutorat. Jusqu'à temps que je me rende compte que finalement, il était plus sur le divan avec elle que sur. C'est une autre histoire. Mais ça aussi, le AI va pas remplacer ça. Oui, c'est ça. L'IA n'y était pas pour rien. Mais j'ai fait beaucoup aussi de présence dans les classes pour aller parler des métiers qu'on fait. Puis ça, moi, mon Dieu, que les élèves sont attentifs. Vraiment. Quand tu vois quelqu'un qui vient avec son costume de pompier ou avec son kit de plombier ou avec peu importe, là, c'est incroyable, tu sais. Puis il n'y en a vraiment pas assez. Donc, l'idée là, d'amener ça dans les classes, là, particulièrement au secondaire, où ils ne savent pas trop dans quoi ils s'en vont, là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser là-dessus. Il faut amener les entrepreneurs, des gens qui ont des restaurants, des gens qui ont plein de métiers. Allez-y dans les écoles. Il faut leur trouver des espaces pour qu'ils puissent aller s'exprimer. Ce serait mon souhait, ça, vraiment. C'est très bâtard. Je ne peux être plus en accord. Ah, faut que tu répètes, je m'excuse. J'ai essayé là, avec le micro, mais en gros, oui, ben la dame parlait que peut-être qu'une solution aussi, puis quelque chose qui manque, puis je suis d'accord avec vous, c'est le fait d'avoir des intervenants. Tu l'as parlé tantôt, là, de diversifier les portes d'entrée, mais quand on parle de conférences, d'avoir accès à des entrepreneurs, à des artistes, de mettre les jeunes en réel contact avec la vie réelle aussi, c'est ça, là. Je pense de valoriser autre chose que mathématiques, sciences et français, mais de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça, puis qui sont les gens qui font partie de ma communauté, de ma société, puis qui ont réussi à mettre des projets. Fait qu'un conférencier, un pompier qui vient, je pense des modèles d'exemples concrets de carrière contribuent beaucoup à la persévérance, puis à l'aspiration, puis au rêve aussi, tu sais, parce que on vit quand même, je pense, si je peux me permettre, dans un système scolaire aussi qui valorise pas beaucoup la diversité au niveau des métiers, là. On est encore dans un système scolaire qui nous amène à
des emplois de fonctionnaires, d'infirmières, de médecins, d'avocats, ce qui est nécessaire, mais c'est rare qu'on parle de travailleurs culturels, d'entrepreneurs, de gens qui sont dans le milieu de la restauration, de l'événementiel, et pourtant, il y a tellement de jeunes qui ne fitent pas dans le système scolaire que c'est parce qu'ils sont des gens de terrain puis d'action, mais ils sont juste pas en sont-tu contact. passionnés? Non, mais Oui, tu c'est sais, c'est ça qu'on a besoin de transmettre, c'est de la passion. C'est pas juste des manuels, là. Donc, oui, on a La besoin, passion, oui. mais on a vraiment besoin. Puis je peux pas être plus d'accord avec toi, Agathe, là-dessus. Ça va prendre ce changement-là. Puis moi, je pense. Moi, j'y crois, par exemple. Ça va venir, il va y avoir un point de bascule à un moment donné où est-ce que ça va s'opérer dans le réseau. Qu'est-ce que ça va prendre, je ne sais pas encore, mais assurément, ça va. Moi, je suis convaincu que ça va arriver. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient poser une question ou intervenir? Oui. On parle juste peut-être pour résumer, ça serait, est-ce que tu as des craintes en ce moment par rapport au fait de léguer ton projet, de le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre par rapport peut-être aux coupures budgétaires ou à comment c'est géré en milieu scolaire, l'aspect financier de tout ça? Pas vraiment, parce que c'est un modèle qui est à coût nul. En bout de ligne, le tuteur, bon, il n'est pas rémunéré parce que sa rémunération, entre guillemets, c'est ses crédits de cours, c'est son travail de session, c'est sa note. Donc, il n'y a pas de budget dépensé à ça. La gestion du programme, on l'a fait ça bénévolement pendant des années. Donc là, on délègue cette gestion-là, mais qui ne prend pas beaucoup de temps. On n'y serait pas arrivé si c'était une job de 40 heures semaine, là. Donc, je ne suis pas si inquiet que ça, honnêtement, parce que le modèle reste innovant, le modèle reste utile, puis de plus en plus, les cégeps ont cette volonté-là de rester impliqués dans leur communauté. Puis je pense qu'à l'Assomption, on en a un exemple assez flagrant ici de cégep très, très impliqué, puis qui veut encore en faire plus. Je suis assez confiant, honnêtement, que ça va perdurer. Je le souhaite. À suivre. On s'en reparle dans 6 ans. Je vais conclure avec, je t'ai préparé un petit jeu en fonction de tes intérêts, de tes passions, qui est ça ou ça. Fait que, Ah oui, tu vas voir, ça va être assez spontané, mon histoire. Oui, on veut OK, parfait. C'est en rafale, là. Mathieu Lacombe ou Justin Trudeau? Mathieu Lacombe. L'autobus ou le train? Parce que tu es impliqué dans le transport, là. Ça disait que tu voulais travailler ça, le transport collectif. Je vais dire l'autobus. Est-ce que tu aimes plus l'autobus que le train? Ouais. Oui. Je prends pas les deux, mais bon, on va y aller avec l'autobus. Philanthropie ou politique? Philanthropie. Pierre-Yves McSwing ou Gino Chouinard? Gino Chouinard. Celle-là, j'ai stocké ton compte Instagram. Randonnée en montagne ou course sur la plage? Randonnée en montagne. La dernière, Laurent Duvernay-Tardif ou François Legault? Laurent Duvernay-Tardif. Merci, Alex Gagné. Merci de l'invitation. Merci à vous autres. C'était le fun. Merci à la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption pour cette initiative. On souhaite longue vie à une bière avec 3 petits points. Et merci tout le monde d'avoir été là. Merci.